bonjour. L'entreprise familiale et les défis de la pérennité. On a le plaisir de recevoir sur ce plateau l'ancien ministre qui a rendu possible, on en a parlé ce matin, presque sauver les ETI françaises. C'est le héros de tous les actionnaires familiaux, Renaud Dutreil, qui aujourd'hui travaille dans un fonds de private equity qui s'appelle Mirabeau Private Equity. Il a même une actualité aujourd'hui, cher Renaud, parce que vous avez également travaillé dans le domaine de l'investissement. Vous venez de reprendre Eschung. Oui, Eschung, qui est une entreprise alsacienne, une entreprise du patrimoine vivant, c'est-à-dire avec un savoir-faire assez exceptionnel, ce qu'on appelle le cousu norvégien. L'épi de son nom, c'est très français. Et c'est des très très belles chaussures à l'origine de montagne et qui font aujourd'hui des produits magnifiques qu'on va essayer d'exporter dans le monde entier. Entreprise familiale, donc. Familiale. Donc on est complètement dans le sujet. Je crois que ce que vous êtes en train de faire, c'est de constituer un petit groupe, puisqu'il y a également Clergerie, le Coq Sportif. Oui, Clergerie, qui est la dernière manufacture de chaussures femmes haut de gamme à Romans. Et Romans a été la capitale de la chaussure française, complètement désindustrialisée et qu'on est en train aujourd'hui de relancer sur le haut de gamme féminin. Mauboussin, avec une belle usine. Mauboussin aussi. Mauboussin, 80% des produits fabriqués en France, de la joaillerie accessible. Donc là aussi, un très beau modèle qui conjugue une activité industrielle et puis une marque qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Vous voyez, on peut quitter le monde de la politique et devenir entrepreneur. Il y en a d'autres qui s'y sont essayés. Vous y êtes souhaitable. Je crois que vous avez été aussi dans la pantoufle. J'ai bien regardé. J'ai été effectivement dans la Charentaise. C'est un comble. J'ai été d'abord dans l'eau avec une source qui était en Charente. Et absolument, oui. J'ai effectivement essayé d'aider essayer la pantoufle. Le secteur de la pantoufle qui est un peu sinistré, mais voilà. Bon, merci en tout cas, cher Renaud Dutreil, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, je disais, on est content que vous soyez là parce que c'est quasiment 20 ans jour pour jour. Alors, en fait, pas tout à fait pour la loi, vous me le disiez hors antenne, les pactes Dutreil qui ont été donc votés dans une loi que vous avez fait voter et qui ont permis, j'allais dire, d'apporter une réponse à un vrai problème dont on a un peu parlé ce matin, c'est-à-dire un tissu entrepreneurial, notamment d'entreprises familiales, qui s'était distendu, voire cassé au cours de la décennie 90 et que, à partir des années 2000, on a essayé de reconstituer. Quel bilan vous tirez, vous, aujourd'hui? Et quand vous me disiez, quand vous êtes à un aéroport, on vous reconnaît en disant, vous m'avez... oui, ça m'arrive de voir des gens qui s'approchent, qui me disent mes enfants et moi, on vous remercie. Alors, ils vous reconnaissent même masqué, c'est ça? C'est moi qui vous remercie d'avoir créé une belle entreprise, parce qu'au fond, les entreprises font plus de bien pour le pays que les ministres, bien souvent. Donc, heureusement qu'il y a encore des entreprises familiales. Quand je suis arrivé en 2002, j'ai constaté, mais alors vraiment sur le terrain, et notamment, je me souviens d'une visite dans la vallée de l'Arve, où il y avait à peu près 300 entreprises dans le coltage. Et alors, je voyais les unes après les autres, ces entreprises se vendre à des Canadiens, des Japonais, des Américains, etc. Et chaque fois, la même raison, il faut qu'on vende pour payer l'impôt quand il y a un changement de génération. Parce que l'impôt, à l'époque, pouvait atteindre les 40%. Oui. Et quand les gens n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent l'entreprise pour payer l'impôt. Un système totalement dévastateur et contre-productif pour un pays comme la France. Vous voyez, l'Allemagne, les Anglais, les Italiens, leur fierté, c'est ce qu'on appelle le Mittelstand, donc des entreprises qui sont essentiellement familiales. Et nous, la France, nous sommes assez stupides, bien souvent, pour prendre des mesures qui détruisent ce tissu d'entreprise familiale. Donc, on a pris le taureau par les cornes. Et au lieu de baisser l'impôt de 3 ou 4%, comme le font la plupart des gouvernements quand ils veulent envoyer un signal positif aux entreprises, on l'a quasiment supprimé. Alors, pas totalement, parce qu'on est en France, et qu'en France, supprimer un impôt, c'est absolument une absurdité. Donc, les Français aiment les impôts. Mais on a vraiment réduit... C'était votre intention de départ? Moi, je pense qu'en matière fiscale, il faut créer des chocs psychologiques. Macron a créé un vrai choc psychologique en supprimant l'ISF sur la richesse économique. Il a créé un choc psychologique avec la flat tax à 30%. Il a pris des mesures qui sont compréhensibles, simples. Et entre ce qu'on a fait en 2002
et Macron, il n'y a quasiment rien eu. Aucune mesure fiscale forte capable de créer des changements dans la psychologie des acteurs économiques. Et donc, nous sommes vraiment un pays qui a beaucoup de difficultés à toucher à la matière fiscale de façon agressive, c'est-à-dire en ayant la volonté de créer de la valeur derrière. Je ne veux pas faire le gauchiste, mais à l'époque, il y avait et l'ISF, et la taxation des transmissions, et la taxation des dividendes, qui était, bon, pas tout à fait au même niveau que l'avait mis Hollande, mais c'était la triple peine, comme on disait autrefois. Est-ce qu'aujourd'hui, où il y a plus la ISF sur l'outil de travail et la flat tax à 30, est-ce que vous diriez toujours aujourd'hui qu'il faut ramener à zéro les droits de succession sur les... Parce que c'est un débat, on en a un peu parlé avec le Métis ce matin. Est-ce qu'il faut, réformer le Dutreil? Je rappelle, le Dutreil, en gros, on est entre 7 et 15%, si j'ai bien compris, selon si on est malin ou pas dans la transformation dans la création de son pacte. Certains disent qu'il faut arriver à 3,5, voire 0. Les entreprises, elles vivent dans la durée. Et ce qu'elles aiment, c'est quand il y a un environnement fiscal et légal qui est stable. Et chaque année, les entreprises payent des impôts. Elles payent l'impôt sur les sociétés, elles payent d'autres impôts. Et donc, cette idée que quand il y a un changement de génération qui n'a rien à voir avec la vie de l'entreprise, ce n'est pas parce que fabriquer des chaussures, parce que votre dirigeant tout à coup parte à la retraite, que vous ne fabriquez plus les mêmes chaussures ou que votre clientèle va changer. Donc, créer un choc fiscal, un prélèvement sur l'entreprise et ses actionnaires, à un moment et pour une raison qui n'a rien à voir avec la logique de l'entreprise, c'est stupide, c'est complètement idiot. Donc, si on veut continuer à détruire notre tissu industriel, il faut avoir ce genre d'idée gauchiste. À l'époque, votre idée pas gauchiste, c'était donc d'aller à zéro? À l'époque, moi, je voulais supprimer complètement l'ISF et je voulais supprimer complètement les taxes sur la transmission d'entreprise. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait un impôt sur le revenu. Les flux doivent être taxés. Les flux sont une création de valeur, elle doit être partagée. Et c'est normal, quand on crée de la valeur, qu'on pense aussi à l'intérêt général et qu'on le finance. Donc, sur les flux, très bien. Mais taxer le stock, c'est se détacher de la logique économique de création de valeur. C'est vraiment prélever sur un organisme vivant une partie de sa substance. C'est comme si on vous prélevait, là, 2 litres de sang. Tout à coup, comme ça, parce qu'il y a un événement qui s'est produit dans votre existence. Vous voyez ? C'est pas la même chose que de vous prélever un petit peu de votre sang pour aller donner, dans le cadre du don du sang, que tout à coup de vous prélever 2 litres. Hein. C'est pas la même chose. Donc il faut éviter ces impôts pour le goutte à goutte, qui sont des impôts qui tuent au lieu d'être des impôts de justice. Merci Renaud Dutreil. Peut-être, on va revenir vers vous, mais pour prolonger ce débat avec Patrick Martin, qui est président délégué du MEDEF et président du groupe Martin Bellessou d'Expansion, et Charles Robinet-Duflot, qui est à côté de lui, qui est président directeur général du groupe NR. On va prolonger la discussion parce que c'est intéressant. J'ai envie d'avoir le point de vue du président délégué du MEDEF sur ce qu'a dit Renaud Dutreil, Iket-Nunk, élection présidentielle dans 3 mois, 4 mois. Pensez quoi au MEDEF, vous, Patrick Martin? Alors, étant précisé que je suis à la tête d'une entreprise intégralement familiale, bientôt bicentenaire, qui passera 900 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, et dont et donc concerné. Vaguement concerné, je dois incarner, si on peut dire, la 7e ou 8e génération. On ne cultive pas la galerie des ancêtres dans l'entreprise. Je suis tout à fait concerné. Je m'incline révérencieusement devant Renaud Dutreil. Je fais partie de ses fans. C'est vrai que ce dispositif a remis les choses en l'état, j'allais dire, a révolutionné les choses. Elle a remis les choses en l'état, parce que moi, je me souviens de générations antérieures, celle de mes grands-parents, etc., où finalement la fiscalité sur les successions était à un niveau parfaitement supportable. La preuve, les entreprises se transmettaient. Je partage également ce qu'a dit Renaud Dutreil sur la stupidité d'une taxation du stock. Et on en a une nouvelle démonstration avec les impôts de production. Impôts de production qui, on le sait tous, pénalisent terriblement les entreprises françaises, singulièrement les industries françaises, ont été vaguement abaissés, enfin quand même à hauteur de 10 milliards d'euros. Et on sait très bien que c'est au moins 30-35 milliards d'euros de baisse qu'il nous faudrait pour revenir dans la moyenne européenne. Je crois qu'il y a une dimension qu'on ne doit pas négliger. Moi, je trouve très normal que les entreprises participent au financement de la collectivité. D'abord parce qu'elles sont usagères des biens collectifs, les infrastructures, quelles qu'elles soient, de transport, digital. Elles ont besoin des forces de sécurité, elles ont besoin du système de santé. Le vrai sujet, il y a 2 sujets en réalité. Il y a un premier sujet qui est celui de la compétitivité
de notre fiscalité par rapport à celle de nos concurrents directs. On ne parle pas de concurrents exotiques très puissants pour certains d'entre eux. Et de ce point de vue, c'est vrai que les choses se sont un peu alignées. Alors, c'était significativement aligné avec les pactes Dutreil. Et dorénavant, se sont en bonne part alignés en matière d'impôt sur les sociétés, en matière de prélèvement forfaitaire unique, etc. etc. Mais il y a une deuxième dimension qui est de donner un sens politique à cette fiscalité. Effectivement, il faut que la collectivité, la nation, les politiques s'interrogent sur la place et le rôle qu'ils veulent donner ou pas aux entreprises, et à partir de là, rendre la fiscalité plus efficiente. C'est pas tant le niveau de la fiscalité qui est préoccupant, c'est l'efficacité de cette fiscalité. On voit bien que la France, à différents égards, alors même qu'elle supporte le plus haut niveau de prélèvement obligatoire de l'OCDE, n'a pas des performances remarquables sur des sujets qui intéressent directement l'entreprise, dont l'éducation. Quand vous écoutez ce que dit Renaud Dutreil, parce qu'il y a deux façons de faire. En fait, il y a ce que dit Renaud Dutreil, on arrive à zéro ou quasiment zéro. À voir. Il y a une proposition, elle a été formulée ce matin, vous n'étiez pas encore là, mais par le METI, qui est de dire on fait un pacte plus, c'est-à-dire qu'on prend un engagement de durée un peu plus long. Dutreil, c'est 6 ans, si je ne m'abuse, on passe à 10 ans et plus, et à ce moment-là, on fait un abattement qui peut atteindre 75, 80, 90 plus. Est-ce que vous pensez, en gros, est-ce qu'on crée un nouveau Dutreil, pardon de le dire ainsi, un Dutreil plus, un nouveau pacte pour résoudre le problème, ou est-ce que vous pensez qu'il faut mieux, à cause du risque que ce soit trop complexe, parce qu'il y a aussi ce sujet de la complexité, la remise en cause par le fisc de certains. J'ai regardé, il y a un beau FIP là, qui est en train de faire beaucoup de bruit, de l'administration fiscale, un document mis en consultation, personne n'y comprend plus rien. Quel est votre sentiment, à la fois en tant que MEDEF et... Je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre avec des pincettes, pour deux raisons. La première, c'est que, quoi qu'on en pense, l'histoire le démontre, il y a une forme de consensus inavoué autour de l'intérêt et de la nécessité de ces pactes Dutreil. Faut-il rouvrir la boîte de Pandore au risque, en fonction de la situation politique bien sûr, au risque de rétro-pédaler de manière extrêmement dangereuse pour les entreprises. Bon, il y a eu de tête 14... Est-ce que c'est le bon moment de dire on supprime les droits de succession? Y aura-t-il un bon moment quoi? Il y a eu, je crois, 14 réformes de la réforme, mais sur des points très techniques. Effectivement, il y a encore des améliorations et surtout des clarifications à apporter. C'est vrai que l'administration fiscale a un talent singulier parfois pour dénaturer la volonté politique. On en a la démonstration de manière assez récente sur ce que vous évoquez. Le deuxième point qui est plus fondamental, et c'est pas un point de désaccord avec le METI. Le MEDEF et le METI travaillent la main dans la main, et puis mon entreprise a le profil type d'un adhérent du METI. Donc c'est pas un point de désaccord, c'est une nuance que l'on a avec eux. Moi, je pense que dans l'économie extrêmement évolutive que l'on traverse, s'engager sur des durées aussi longues, c'est une prise de risque énorme. Ça peut être dangereux. Moi, en tout cas, s'agissant de ma propre entreprise, même si ça me permettait de gratter, moi j'ai fait toutes mes donations, enfin, en m'entourant de tous les conseils qu'il faut, parce que c'est très technique quand même, c'est pas que du travail. Donc je sais de quoi je parle. En tout cas, je ne m'engagerai pas sur une durée de 10 ans, parce que je ne sais pas, j'ai totale confiance dans mon entreprise, j'essaie de bien la gérer, mais je ne sais absolument pas ce qui se passera à cet horizon-là. Et donc, ça n'aurait de sens que si ça conduisait à une remise en cause partielle du régime Dutreil, mais si ça doit le remettre en cause intégralement, moi je ne m'y risquerai pas. Donc il faut être assez prudent sur ces sujets-là, par exemple de maintien de l'emploi, bien malin qui peut dire aujourd'hui que dans 10 ans, il aura maintenu l'emploi qu'il a aujourd'hui. Vous disiez, quand on préparait cette émission, j'ai trouvé la formule sympathique, attention au syndrome des vieilles familles aristocratiques qui veulent absolument garder le château, lequel finit en ruine. Alors ça, c'est un autre sujet. Alors, on est en France, Renaud Dutreil l'a rappelé, c'est vrai qu'on a une sensibilité, pour de bonnes raisons d'ailleurs, à la fiscalité qui est assez exacerbée. Mais je pense qu'il ne faut pas réduire la problématique des entreprises familiales à ce seul sujet de fiscalité aussi lourd. La pérennité n'est pas que fiscale. Je pense qu'il y a un sujet qui est au moins aussi important, qui est celui de la préparation de la génération suivante. Et d'ailleurs, en ne s'interdisant pas de conclure que la génération suivante, soit parce qu'elle n'est pas intéressée, soit parce qu'elle n'est pas motivée, ne sera pas une bonne option ni sur le plan patrimonial, ni, pour moi c'est essentiel, pour l'entreprise elle-même. Donc il y a tout un travail à mener en parallèle
sur l'affectio societatis, sur la préparation, sur la formation des actionnaires de la génération suivante. Y en aura-t-il un ou plusieurs qui se détacheront pour s'impliquer dans la direction opérationnelle de l'entreprise? Moi, j'ai trop vu, mon entreprise s'est beaucoup développée par croissance externe, j'ai trop vu d'entreprises familiales qui allaient dans le mur parce qu'on avait imposé à un descendant d'en prendre la direction alors qu'il ne le voulait pas, parce qu'il voulait absolument prendre la direction alors qu'il n'en était pas capable. Ça n'est à nouveau un cadeau ni pour le patrimoine de l'entreprise, y compris le patrimoine affectif, ni pour l'entreprise et ses salariés. Il faut savoir faire la part des choses. Charles Robinet Duflot, alors peut-être d'ailleurs nous présenter aussi votre entreprise qui est un courtier en protection sociale, mais peut-être nous en dire un peu plus, et vos réflexions sur ce débat fiscalité, pérennité ou pérennité, la pérennité est ailleurs. Volontiers, merci. En tout cas, merci de me donner la parole. Sur ces sujets-là, je me rapproche de Patrick Martin sur la pérennité de l'entreprise. En fait, on parle de quoi dans l'ISF et dans les pactes Dutreil? On parle du maintien de l'emploi, en fait. Uniquement le maintien de l'emploi. Quand on compare l'héritage d'une entreprise comme l'héritage d'une résidence secondaire et que les héritiers veulent la céder et donc la réaliser et à ce moment-là payer de l'impôt, ça choque personne. Moi, ça ne me choque pas. En revanche, quand on se donne du mal pour s'investir dans une entreprise et maintenir son impact sur le territoire et sur les emplois, eh bien, on ne peut pas payer un impôt puisqu'on n'a pas réalisé le bien, on n'a pas cédé ce bien. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, si les pactes Dutreil, comme ils ont été brillamment mis en place, permettent de maintenir l'emploi sur du long terme, c'est formidable. Le métier dont je suis vice-président peut évidemment proposer des allègements en disant si on maintient plus longtemps les titres et l'engagement, on peut avoir un abattement plus important. Pourquoi pas? Mais encore une fois, je suis d'accord avec ce que vient de dire Patrick Martin, ça ne s'adresse pas à toutes les entreprises parce que très fort est celui qui peut dire ce qu'il sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans le monde actuel. C'est impossible, en fait. Il y a des entreprises qui peuvent se projeter. À ce moment-là, elles auront la chance, peut-être, de pouvoir s'engager sur plus long terme. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. On est toujours inquiet. Quand on est chef d'entreprise, je pense qu'un chef d'entreprise qui n'est pas inquiet est inquiétant, de l'avenir de son entreprise et du maintien de ses emplois. Donc, par conséquent, pour moi, c'est ça l'important. Et le deuxième élément, c'est qu'on n'est pas en train de se demander si ces mesures sont de droite ou de gauche. Ce n'est pas pour moi le sujet. Le sujet, c'est qu'on se compare. On est dans une concurrence européenne et mondiale. Et nos amis européens, les Espagnols, les Italiens, les Anglais, les Finlandais, ils se sont organisés pour ne pas avoir de taxes. Donc en réalité, c'est simple. L'entreprise qui est en France et qui veut maintenir des emplois en France, elle est davantage taxée sur ce sujet-là pendant cette période de fragilité, de mue, qu'une autre entreprise d'un autre pays. Donc vous mettez sur le 100 mètres un coureur qui a des poids en plus sur le dos. Et je ne parle pas du poids fiscal, des taxes de production, d'autres sujets de fiscalité qui sont déjà assez lourds à gérer. Donc en réalité, on n'est pas en train de se faire plaisir en demandant des allègements. On est simplement en train de vouloir être comme les autres. Voilà. Renaud Dutreil, votre cœur balance, vous avez dans ce débat, vous êtes extrêmement... Pas du tout. Moi, j'ai été toujours partisan de mesures fortes, claires et durables. Et ça fait 20 ans que ces pactes n'ont quasiment pas bougé. La seule chose qui a bougé, c'est que l'administration a durci le ton, empêché leur efficacité, pas du tout par hasard, les a rendus encore plus complexes. Donc avec la volonté d'entraver en fait l'efficacité des pactes. Elle y est d'ailleurs arrivée dans certains cas. Et il y a eu une petite amélioration là récemment avec la loi PAC qui a un peu amélioré les choses. Mais derrière en fait ces tentatives de supprimer ou réformer les pactes, il y a quand même l'idéologie aujourd'hui très très forte, inspirée par des économistes comme Thomas Piketty, qui est de remettre les compteurs à zéro à chaque génération. C'est une idée très très forte, pas uniquement en France, elle est également très soutenue par l'aile gauche du Parti démocrate aux États-Unis, par un certain nombre de mouvements aujourd'hui qui sont hostiles au capitalisme, et pense que, comme on ne peut pas détruire le capitalisme, c'est très difficile, parce que le monde tourne avec ça, il faut, à chaque génération, on rebat complètement les cartes,
et on efface... Là, c'est la négation du capitalisme familial. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la négation de ce qui fonctionne. Hein. Donc, si on nie ce qui fonctionne, généralement, on se lance dans l'aventure. Mais quand je disais votre cœur balance, c'est-à-dire entreprendre le risque de toucher au Dutreil, au risque d'avoir un mouvement de balancier, parce qu'il y a cette question politique. Aujourd'hui, si on rendait visible une taxation à 0 ou quasiment 0, par rapport à ne rien faire et à laisser les choses, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Comme tous les deux le disaient, aujourd'hui, ce système qui pourrait être amélioré, il fonctionne et il évite qu'il y ait de la casse. Il faut le stabiliser juridiquement. Il y a d'autres sujets qui sont, en revanche, qui sont des sujets à traiter. Ouais, lesquels ? Aujourd'hui, le sujet numéro 1, et je pense que ça va être au cœur de la campagne présidentielle, c'est le fait que nous payons beaucoup d'impôts en France pour un État qui fournit un service de qualité médiocre. Donc le problème, c'est surtout celui-là, c'est-à-dire c'est la réforme de l'État. Et je prends ce seul exemple de l'hôpital. Nous sommes un des pays européens dans lequel les effectifs de soignants par rapport aux effectifs de non-soignants sont les plus faibles. Et ça a été d'ailleurs révélé au moment du Covid, parce que les gens se sont dit, mais comment ça se fait que, alors qu'on dépense à peu près autant que les Allemands pour l'hôpital en France, pourquoi est-ce que ça fonctionne moins bien ? La raison est simple, c'est que les soignants qui devraient être les mieux payés et qui devraient être privilégiés par rapport aux non-soignants, en France, ce n'est pas le cas. Donc ça c'est vraiment de l'argent qui est mal employé. Vous nous amenez sur un sujet sur lequel on va reparler, mais une autre fois avec Charles Robinet Duflot. La réforme de l'État, c'est numéro 1 aujourd'hui, c'est-à-dire la dépense. Après, la recette, ça viendra après. Mais c'est la conséquence. Honnêtement, vous qui venez, donc on parlait au début, vous êtes passé du côté du private equity, vous faites des investissements dans des très belles boîtes que vous voulez... Françaises avec des emplois français. Exactement. Des emplois industriels. Ce qui est très bien. Vous êtes en train de créer un petit groupe, entre guillemets, de luxe dans l'habillement, la chaussure, un peu la bijouterie, ce qui est extrêmement favorable. Je pense effectivement dans une période où on sait que c'est un des secteurs en plus en France qui marche bien. Donc, on a plusieurs exemples en tête. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que ça ne va pas si mal, la France ? C'est-à-dire qu'il y a ce tissu entrepreneurial familial, alors peut-être aidé par les pactes qui ont permis de travailler sur cette pérennité. Aujourd'hui, ils ont leur avenir devant eux dans un pays. Tout dépend le niveau d'ambition qu'on veut avoir pour la France. Le sujet, c'est 10 000 ETI, en fait. C'est ça l'enjeu. C'est ça. Passer de 5 à 10 000. Si on se résigne à être dans la deuxième partie de la classe et jamais sur le podium, jamais en 1, 2, 3, on peut toujours se dire « Oh, c'est pas si mal ». Si on est ambitieux pour la France, ce que je suis, on a des champions, quand même. D'autres Français sont. Dans ce cas-là, il faut viser l'excellence, la première place. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses à faire. La fiscalité n'a pas empêché de faire des premiers de la classe en France, quand même. Elle empêche de faire beaucoup plus de premiers de la classe. La fiscalité est destructrice aujourd'hui. Ce n'est pas le seul problème. Mais enfin, la fiscalité aujourd'hui, elle n'accompagne pas les entreprises. Il y a des absurdités. D'ailleurs, les entrepreneurs ne cessent de demander certaines améliorations. Mais encore une fois, si on avait beaucoup de fiscalité, comme les pays du nord de l'Europe, et en même temps une très grande efficacité du service public, c'est-à-dire que les gens en ont pour leur argent, selon cette expression populaire, mais qui veut bien dire quelque chose. Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'en France, on a une fiscalité très lourde, mais que nous avons en face, pour les 3 principaux services publics, ça s'appelle les 3 S. Sécurité, santé, savoir, c'est 3 fondamentaux de l'État moderne, c'est ça, le savoir, la sécurité, la santé. On a un service qui est en train de se dégrader, sur tous les fronts. Et c'est ça qui est inquiétant. Il y a du boulot pour le prochain quinquennat. Je ne sais pas si vous soutiendrez énorme chantier. Je ne sais pas si vous soutiendrez une deuxième fois Macron. Et c'est le pire des chantiers. Pourquoi ? Parce que c'est le chantier le plus impopulaire qui soit. Quand vous voulez réformer l'État, vous vous retournez derrière vous, vous regardez qui vous suit et vous soutient, il n'y a plus personne. Donc c'est très difficile. Pour laisser la parole à vos deux, on a encore quelques minutes, peut-être à Charles Robinet Duflot qui n'a pas beaucoup parlé, sur cette pérennité finalement, y compris pour vous-même, pour votre entreprise. Vous l'abordez comment ? En fait, dans le passage des générations. Pour moi, la pérennité d'une entreprise familiale aujourd'hui, c'est d'abord la pérennité de ses valeurs, en fait.
parce que très difficile. Nous, on est dans le service. Vous me demandiez d'indiquer ce que nous faisions. Nous sommes des opérateurs, des courtiers gestionnaires. Nous gérons des programmes d'assurance maladie et de prévoyance, aussi bien en France qu'à l'international. Donc, on gère 2 milliards de primes de flux en santé majoritairement pour 2 millions de personnes, aussi bien à l'international qu'en France. Et parfois, c'est du complément à la sécurité sociale en France. Parfois, c'est du premier euro sur des régimes à l'international ou pour des organisations internationales. Donc, on est une entreprise de service dans un domaine spécifique de l'assurance santé, des assurances de personnes. Et on l'a vu d'ailleurs ces derniers mois, ce sont des domaines sur lesquels l'État peut être tenté de rebattre les cartes en permanence. Donc, en réalité, notre ADN, c'est de se transformer en permanence, de s'adapter en fonction à la fois de nos clients, du marché, de la compétition, de la disruption, de nouveaux acteurs, et pour continuer à grandir et à apporter une qualité de service avec des valeurs. Nous, on ne veut pas, dans l'assurance, vendre un produit qu'on n'achèterait pas. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et bien, par conséquent, on veut garder un modèle pétri de valeurs. Et je ne sais pas ce que le métier sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. En revanche, ce que je souhaite, c'est que cette entreprise, ce qui peut se transformer, finalement, ce sont les valeurs. On le voit d'ailleurs dans des entreprises qui deviennent des entreprises à mission, lorsque le fondateur est lointain, il est à la 4e, 5e génération, et par conséquent, les fondateurs ou les cofondateurs ne sont plus présents pour impacter, pour incarner ces valeurs au quotidien, et donc c'est le statut de l'entreprise qui, elle-même, peut à ce moment-là se transformer pour porter ses valeurs. Donc je pense que ce qui se transforme, c'est l'entreprise, et ce qui doit se pérenniser sont les valeurs. On a longuement parlé cet après-midi, peut-être Patrick Martin là-dessus. Il ne faut pas être obsédé par la pérennité familiale de l'entreprise. Vous me disiez, il faut avoir une vision peut-être de l'entreprise en soi. Il faut être obsédé par la pérennité de l'entreprise. Si c'est dans un cadre familial, c'est encore mieux, parce que je rejoins complètement, il y a des valeurs. Il ne s'agit pas de donner les bons et les mauvais points. Il y a des entreprises qui ne sont pas familiales et qui sont absolument formidables à tous égards, y compris en termes d'ambiance sociale, en termes de valeurs. Donc je me garde de caricaturer. Mais quand même, en règle générale, on retrouve dans ces entreprises familiales des fondamentaux. Comment dire les choses, nos entreprises familiales, pour beaucoup d'entre elles, ont pratiqué la RSE comme M. Jourdain faisait de la prose. On disait lors de la table ronde précédente. Donc autant capitaliser là-dessus. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais quand même attirer notre attention, c'est qu'il y a une démographie patronale qui est absolument catastrophique et qui se dégrade. Ce n'est pas le seul fait de la fiscalité. Je ne pense pas que l'aversion à l'impôt explique essentiellement cette situation. L'âge moyen des dirigeants d'entreprises familiales françaises augmente. C'est un peu comme le parc automobile. Si vous voulez, tous les ans, on prend un an. Donc il faut être très attentif à ça et s'interroger sur les raisons pour lesquelles, paradoxalement, au même moment, il y a un niveau record de création d'entreprises qui ne sont pas que des micro-entreprises. Donc il y a une pédagogie à faire en direction des dirigeants qui bien souvent s'accrochent à leur entreprise, se voilent la face, se disent après moi le déluge, ou ils se débrouilleront très bien sans moi. Et là on retombe pour le coup sur des problèmes de fiscalité extrêmement brutaux. Et enfin, ça ne serait pas le truc à faire sur le Dutreil peut-être, c'est d'encourager une transition. Alors, il y a une pédagogie à faire. C'est vrai que c'est technique, je le disais tout à l'heure. Moi je vois pour le cas de mon entreprise, si je n'avais pas fait appel à des techniciens très pointus du droit de la fiscalité, probablement que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher ou que mon pacte aurait été retoqué. Pour le poser la question autrement et à tous les deux, on arrive à la conclusion, on a 3 minutes. La crise Covid nous a fait redécouvrir qu'on était mortels, peut-être sans l'avoir voulu. Cette épidémie peut rendre un chef d'entreprise à tout moment incapable de gérer son entreprise parce qu'il serait malade ou évidemment impacté, décédé. On voit bien qu'on a redécouvert finalement l'imprévu en économie. Et moi, ce qu'on me disait, c'est qu'il y a eu une accélération très forte depuis l'épidémie des Dutreil, parce que les entreprises se posent vraiment la question à la fois de monde qui change, ce que vous avez décrit les uns les autres, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite, il y a une accélération de tendance qu'on voit bien, et puis le besoin peut-être de passer la main, soit à quelqu'un qui est prêt dans l'entreprise, soit quelqu'un d'extérieur. Est-ce qu'on n'est pas dans ce moment et faudrait-il mettre une clause d'âge dans le Dutreil? On espérait que la situation de l'ISF le fasse, ça n'a eu aucun impact. C'est l'enfer, le fait de rester dirigeant. De bonnes intentions. La réalité des entreprises, c'est que vous pouvez avoir dans une entreprise un dirigeant qui a 70 ans et qui est excellent, et vous avez envie qu'il continue jusqu'à 80 ans. Moi, le cas d'une entreprise, franchement, on a un dirigeant, il a 70 ans, mais il est excellent. Et le matin, il est à 6 heures dans la boîte, et le soir, il part le dernier.
Et puis, vous avez des entreprises où il y a besoin de 109. Bon. Donc, le problème en France, c'est qu'on veut toujours poser des cadres généraux, alors que l'entreprise, c'est comme un être vivant. Il faudrait des solutions sur mesure. C'est ça qu'on ne sait pas faire en France. Et c'est pour ça que moi, je suis un libéral. C'est parce que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus respectueux du sur-mesure, des solutions particulières, de celles qui sont adaptées à chaque entreprise. À vouloir enfermer les entreprises dans des cadres qui vous disent « Ah, vous avez tel âge, allez, dehors !» ou « Vous pouvez rentrer parce que ça y est, vous avez le bon âge. » Non, ça, c'est terrible, ce genre d'idées. C'est les idées des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une boîte. Et il faut s'en méfier énormément. Vous avez quitté la politique parce qu'il n'y a plus de libéraux ou les Français n'aiment pas les libéraux? Non, j'ai quitté la politique parce que je pense que les hommes politiques ont une durée... Pour le coup, eux, ils ont il y a un moment où, si vous voulez, il faut... il y a une date de péremption. Voilà, il y a une date de consommation, il ne faut pas la dépasser. Donc moi, j'avais toujours considéré que 15 ans, c'est le maximum et qu'il y a une usure qui se fait. C'est passionnant la politique, mais ça use. Et vous avez beaucoup d'hommes politiques qui ont dépassé la date de prescription et ils sont en pilotage automatique. Et le seul truc dans lequel ils sont excellents, c'est garder le pouvoir. Mais là où ils sont très mauvais, c'est l'exercer. Or, moi, je pense qu'entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir, il y a un abîme. J'ai trop de vues d'hommes politiques excellents dans la conquête et assez nuls dans l'exercice pour ne pas prescrire la date de prescription à 15 ans. Donc, j'ai aucune envie de refaire de la politique aujourd'hui parce que je pense que j'ai contribué à la vie de mon pays pendant une période de ma vie et j'ai été très heureux de faire autre chose après. Mais je pense que les sujets politiques en France sont plus importants que dans d'autres pays, parce que nous dépendons beaucoup plus de l'État que dans d'autres pays. Moi, j'ai participé à la campagne de Obama, et c'est là que j'ai mesuré à quel point, si vous voulez, l'élection d'un président aux États-Unis, c'est finalement plus un sujet pour l'Amérique, un peu gendarme du monde et première économie mondiale, que pour la vie quotidienne des Américains. Parce que le poids de l'État aux États-Unis, il est beaucoup plus faible qu'en France. Il y a les États fédéraux qui ont... C'est une autre société qui repose sur des petites communautés dont l'entreprise fait partie d'ailleurs. Et l'entreprise est vue comme une communauté beaucoup plus qu'en France. Mais en France, l'État est tellement fort, il est tellement présent dans la vie quotidienne des Français qu'un rendez-vous comme les élections présidentielles, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Bon, on n'aura pas fait dans le Dutreuil le futur ministre de l'économie de je ne sais qui. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, bravo à vous trois pour ces échanges musclés et sympathiques. Je remballe ma casquette de gauchiste, mais c'était intéressant. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.